Bonjour, bienvenue sur le petit podcast. Je suis Jérémy, kinésithérapeute, passionné de pédiatrie et également jeune papa. Ce podcast est dédié aux parents et aux professionnels de santé souhaitant ouvrir leur esprit et ouvrir leurs connaissances face à la multitude de prises en charge qu'on peut retrouver chez nos tout-petits. Suivez-nous sur nos diverses pages Facebook, Instagram et TikTok. Partagez également nos versions longues sur YouTube et Spotify. On commence sans attendre ce nouveau podcast. Merci pour votre confiance et merci pour votre écoute. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le petit podcast. Je vous le rappelle, ici, on parle exclusivement de pédiatrie, médicale, paramédicale et médecine parallèle. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mathilde, qui est fondatrice de Crocododo. Elle est somnopédagogue et de formation infirmière puéricultrice. Elle nous vient tout droit, écoutez bien, elle nous vient tout droit de Suisse. Elle a fait le déplacement jusqu'en Belgique. Alors si je ne me trompe pas, elle est française, mais elle vient de Suisse et elle vient faire l'interview en Belgique. Voilà, c'est international aujourd'hui. Elle va nous parler du sommeil de l'enfant dans sa globalité. Donc les petits tips, les petites choses, les petits conseils à mettre en place à la maison pour gagner quelques minutes de sommeil précieuses parfois pour les parents. Mais également les choses à détecter chez votre enfant. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien aussi, parce qu'il faut parfois le mentionner. On y va tout de suite avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Alors, je vais te poser cette première question évidente. Peux-tu rapidement te présenter, nous dire quelles sont tes formations, qu'est-ce que tu fais exactement, et puis surtout nous présenter Crocododo, qu'est-ce que c'est? Oui. Donc je suis infirmière puéricultrice de formation, donc c'est infirmière spécialisée auprès des enfants. J'ai été adjointe et directrice de crèche, et puis ensuite je me suis dirigée vers les agréments et accompagnements des assistantes maternelles en France, puis désormais des accueillantes en milieu familial en Suisse. Donc c'est des accueils des enfants au domicile de la professionnelle. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai accompagné beaucoup de parents et beaucoup de professionnels, et c'est vrai que alors je les accompagnais sur des domaines de la petite enfance comme l'éveil, le développement moteur, etc. Il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement, c'était le sommeil. Donc quand il y avait des questions qui tournaient autour de ce sujet-là, je répondais très simplement avec les repères que j'avais de ma formation de base. Mais c'est vrai qu'en voyant les questions de plus en plus poussées des parents, parfois même de la détresse de la part des parents, je me suis sentie un peu démunie Oui, face tout à à ces fait. questions-là. Donc je me suis informée dans un premier temps. Je suis allée me documenter, j'ai regardé du contenu, et en voyant que déjà les premières réponses que je pouvais apporter, ça avait des effets positifs, j'ai eu envie de me former concrètement. Et donc je me suis formée auprès d'une institution qui me paraissait excellente, qui est l'institution Somna. C'est une formation canadienne, donc on est vraiment dans l'international aujourd'hui. Du coup, ça m'a permis d'apprendre ce que qu'était que la somnopédagogie, donc vraiment voir le sommeil sous un angle très pédagogique, très humain, tout en en prenant en compte le contexte familial. Et en parallèle, je suis devenue maman, donc Ah bah moi oui, aussi j'ai vécu des nuits compliquées. c'est le J'ai meilleur entraînement finalement. Exact, ouais. Et j'ai aussi vécu toute la pression sociale qu'il peut y avoir aussi autour du sommeil. Donc ça a pris encore plus de sens pour moi, ça a vraiment développé une passion, en fait, sur le sommeil, autour du sommeil, et c'est de là qu'est né Crocododo, au croisée de tous ces chemins-là. Est né Crocododo. Donc Crocododo, c'est vraiment un espace pour les parents où, via des consultations, en fait, je les accompagne pour le sommeil de leur enfant. Ça peut être très bien des parents qui ont déjà un enfant avec une problématique à apporter lors des consultations, Oui. ou bien des parents qui, en fait, attendent un enfant, le premier, le second, et qui ont envie de connaître au maximum pour créer les conditions les plus favorables pour lui. Donc voilà, Crocododo, c'est vraiment une analyse du sommeil, que ça soit d'un point de vue théorique, d'un point de vue observation fine de l'enfant, tout en prenant en compte le contexte familial. Ok, ben, c'est vraiment une superbe initiative parce que bon, je viens d'être papa également et je me rends compte à quel point le sommeil est vraiment a une place majeure dans la dynamique Mhm. générale de la maison. Donc c'est vrai que c'est super finalement comme idée d'avoir pris ce pli de dire, tu sais quoi, moi je vais aller à fond là-dedans et pouvoir aider les parents dans cette problématique qui est souvent récurrente, hein, finalement. Oui, Et donc toi, si je comprends bien, parce que tu viens de Suisse, mais est-ce oui. qu'ici en Belgique, on pourrait par exemple te contacter malgré la distance pour avoir aussi des informations? Oui, bien sûr, parce que via ma page Insta que tu parlais tout à l'heure, et dans tous les cas, les consultations, je les fais en visioconférence. Ok, Donc, bien sûr, l'analyse du sommeil, dans tous les cas, moi, je vais être, en fait, les parents vont remplir un questionnaire, etc. Donc, vont m'apporter toute la globalité du sommeil qu'ils voient chez leur enfant. Et moi, ensuite, je l'analyse avec eux. ah oui. Donc, voilà.
Donc bien sûr, c'est vraiment après en collaboration avec les parents qu'on met en place un plan d'action. Ah oui, et dans ta région, donc où tu habites, Oui, pardon, tu te rends parfois dans le domicile des parents? très peu. Très Ça, en peu. général, c'est plutôt en visioconférence, ouais. OK, OK. Alors, pourquoi le sommeil, c'est un enjeu si important, d'une part pour le bébé, mais aussi chez le jeune enfant? C'est quoi l'enjeu du sommeil Mmh. concrètement? Pour moi, l'enjeu autour du sommeil, il y a 2 enjeux réellement. Il y a en premier, ben, l'enjeu développemental pour l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, le sommeil, ben, c'est vraiment un moteur invisible. C'est-à-dire quand on dort, le sommeil, il trie l'information, il soutient la croissance, il aide aux apprentissages et cetera. Donc c'est hyper important et pour l'enfant. D'ailleurs, je sais pas si moi, je me souviens que quand j'étais plus petite, mes parents, ils me disaient: «Relis tes leçons, Oui, avant de dormir. avant de dormir pour que le lendemain, tu t'en souviennes Oui, tout à mieux». fait. Bravo. Et c'est vrai que s'il y avait le soir, c'était un peu flou et le lendemain, c'était beaucoup plus clair. Ouais, Donc ouais. vraiment, il y a vraiment ça consolide les apprentissages, en tout cas. Donc cette information est vraie? Ah oui, Ce n'est pas une excuse pour relire encore avant de dormir? non, pas du tout. Non, non, D'accord, bah, ça a vraiment un bénéfice. d'accord. Heu et puis, il y a un enjeu aussi, bah, qui est un enjeu familial. C'est-à-dire que le sommeil d'un enfant isolé, ça n'a pas de sens. C'est vraiment le travailler dans le contexte familial parce que ça a un impact et sur la famille et sur la fratrie, s'il y a. Voilà. Ah oui, OK. Alors tu peux nous expliquer comment évolue le sommeil d'un bébé? Parce qu'on le sait, c'est très fluctuant. Au début, on a l'impression que ça dort tout le temps, puis avec, des moments plus longs et des moments plus courts. Pas forcément dans les bons moments pour nous, des fois, elles dorment longtemps la journée et puis finalement la nuit, pas du tout. Donc c'est quoi l'évolution du sommeil chez un bébé au fil des mois? Ouais. Bah, c'est vrai qu'au risque d'en décevoir certains, de 0 à 3 mois, l'enfant, il n'a pas vraiment de rythme. Ah Il oui, n'est pas guidé par, des facteurs externes comme la lumière et cetera. Il est vraiment guidé par des facteurs purement internes qui sont autour de 3 axes avec, l'alimentation, le sommeil et l'éveil. Donc un enfant, il va vraiment être régulé par ce cycle-là jusqu'à ses 3 mois, des cycles qui peuvent complètement être différents. Il peut faire, 20 minutes de sommeil, puis après, 20 minutes d'éveil et repartir ensuite sur un temps de sommeil d'1 heure et demie, puis, 45 minutes d'éveil. ah oui. Donc les journées ne se ressemblent pas, les cycles non plus, voilà, c'est un peu anarchique, OK. à partir par contre de 6-8 semaines déjà, l'enfant il va déjà avoir en tout cas on va pouvoir l'aider à commencer à acquérir cette distinction jour-nuit. Donc essayer de vraiment créer une association avec, l'obscurité, c'est le sommeil et la clarté, la lumière, c'est l'éveil. OK. Voilà, à partir de 3-4 mois, là, pour le coup, il fait vraiment la distinction entre le jour et la nuit. Donc on commence à distinguer un petit peu un rythme plus régulier et entre 6 et 12 mois, il y a une routine de sommeil en général qui s'est mise en place. Mais OK. ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que le sommeil, c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'il y a forcément des rebonds, des régressions des dents, des acquisitions qui vont faire que le sommeil, ça va varier. Le rôle du parent dans ces cas-là, c'est, malgré les vagues et les tempêtes, bah, de garder le cap, Vous écoutez le petit podcast. en fait. D'accord, et donc parce que je retiens ce que tu me disais sur jour-nuit, mettre Oui. dans le noir et mettre dans le jour. Donc est-ce que durant la journée, quand on est dans un moment de sieste, c'est intéressant de mettre son enfant dans le noir? Eh bien oui, à partir de 6-8 semaines, ça va l'aider en fait à distinguer le jour et la nuit. Oui, mais si on est en journée, on le met quand même dans le noir? Alors, l'obscurité ou la pénombre, oui. Ah. Alors, il peut arriver que ce soit des siestes en mouvement, donc avec la poussette, et cetera. Donc là, Ah ouais, bon, il y ouais. a pas de possibilité. Mais le bercement, là, pour le coup, va aider l'enfant à s'endormir. Mmh. En revanche, si on est à la maison, ben oui, on va coucher l'enfant dans son lit et on essaye de Mettre dans la mettre la pénombre. chambre en pénombre, oui. OK. Donc il y a pas d'inquiétude à avoir finalement si on a un enfant qui se réveille et qui dort à n'importe quel moment avant 3 mois? Non, exactement. Donc ça, c'est dans la normalité? C'est tout à fait normal. OK, et qu'est-ce qu'on considère, parce que c'est la première question qu'on pose aux parents, alors est-ce qu'il fait ses nuits? Ouais. Qu'est-ce qu'on considère faire ses nuits? Et surtout, ça veut dire quoi faire ses nuits? Oui, bah, ça, c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Mmh. Et je pense qu'on peut l'aborder sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est déjà pour un adulte, en effet, c'est différent. Peut-être que toi, il te suffira de 6 heures pour être en forme. Ouais, ouais. Moi, ça sera plus 8 heures. Donc, déjà d'un point de vue, faire ses nuits, il faut déjà savoir soi-même ce qu'on entend par faire ses nuits. Ensuite, d'un point de vue purement physiologique d'un enfant, si on va que le point de vue physiologique, un enfant, dès ses 1 mois, il pourrait très bien dormir déjà 6 heures d'affilée. À 3 mois, il pourrait déjà dormir 9 heures dans le continu et à 6, 11, 12 heures. OK. Mais du coup, déjà, si on demande à un enfant d'1 mois de faire des nuits de 12 heures, bah, alors ça peut arriver, hein, il y en a, il y a des enfants qui y arrivent, mais c'est déjà un peu plus difficile parce que physiologiquement, il n'a pas les capacités de le faire. OK. Et puis, il y a
les capacités de l'enfant, mais il y a aussi est-ce qu'il aura assez de repères sécurisants pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on va d'ormir quelque part pour la première fois, on est un peu déboussolé. Quand on se réveille en plein milieu de la nuit, quand on est dans une chambre d'hôtel et qu'on n'a plus les repères qu'on a habituellement dans son lit, Mhm. ni les repères d'odeur, ni les repères spatials, Ouais, spatiaux. spatiaux, du coup, on se réveille à ce moment-là. Et en fait, du coup, quand on enchaîne des cycles, donc les micro-réveils qu'il y a entre les deux, ça va nous faire des vrais temps d'éveil. Ah ouais. Un enfant, c'est un petit peu la même chose, c'est que s'il n'a pas développé assez de repères en termes de sécurité interne et environnementale, en fait, entre chaque cycle de sommeil, il va se réveiller parce qu'il aura besoin de retrouver sa sécurité pour se rendormir. Ok. Donc la vraie question, c'est pas vraiment quand est-ce qu'il fera ses nuits, c'est vraiment à quel moment il fera ses nuits, c'est vraiment à quel moment est-ce qu'il aura assez de sécurité interne et environnementale pour réussir à enchaîner 2 cycles. Ah oui. Ok. Et alors, dans tout ça, il y avait une question qui me vient en tête. Quand on a des enfants comme ça, très jeunes, donc 2-3 mois, qui font des cycles déjà de 6 heures, Oui. est-ce qu'on réveille un enfant pour lui donner le biberon ou le sein? Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce stress de « Ah, il doit manger toutes les 3-4 heures, ça fait 5 heures qu'il dort, qu'est-ce que je fais? Et il doit manger. » Je le réveille ou je le réveille pas? Alors, si on est sur un enfant plus petit, ça va dépendre aussi du point de vue médical. Si tout va bien, si c'est un enfant qui a une bonne courbe de santé, bon développement, non, on ne le réveille pas forcément. Mhm. En revanche, si le pédiatre demande à ce qu'il soit réveillé pour pouvoir manger parce que c'est un bébé avec un petit poids, etc., oui, là, il va falloir le réveiller. Ah oui, Mais en théorie, le sommeil a vraiment de l'importance si on privilégie le sommeil. Ouais. Ok. Donc c'est un peu du cas par cas, Oui, un peu ouais, là, oui, comme dans souvent. ces cas-là. Alors, combien de siestes sont nécessaires selon l'âge et comment savoir comment il est temps de supprimer une sieste? On parle souvent du matin et de l'après-midi. Est-ce qu'il y a un signe qui nous permet de dire OK, on peut diminuer les siestes ou c'est un peu en fonction de l'enfant quand on voit que. Au feeling, je vais dire. Ouais. Alors, les siestes, moi, j'ai un peu ma règle de 3 mois. Oui. C'est pour avoir un peu un repère en fait, du nombre de siestes selon l'âge. Avant 3 mois, il peut faire 3, 4, plus de siestes, Ouais. enfin, autant de siestes qu'il veut dans la journée. À 6 mois, on est aux alentours des 3 siestes. À 9 mois, on est plus aux alentours des 2 siestes dans la journée. À 12, ça peut déjà être une seule sieste dans la journée. Et à 3 ans, il peut ne plus en avoir du tout. Ah Voilà. oui. Mais pour autant, l'âge, c'est un repère, mais ça ne doit pas être le seul repère. Pour savoir s'il faut supprimer une sieste, on peut avoir faut observer son enfant. Et par exemple, un enfant qui refuse une sieste, un enfant qui raccourcit une sieste, ou un enfant où vraiment le sommeil de jour a un impact sur son sommeil de nuit. Dans ces cas-là, on va regarder si on peut pas réorganiser la journée. Par exemple, un enfant de 3 ans, qui aurait encore une sieste en début d'après-midi d'une heure ou deux et qui, au lieu du coup de se coucher à 20h, s'endormirait à 22h. Mhm. Dans ces cas-là, on peut revoir l'organisation de la journée et du coup enlever cette sieste de journée pour qu'il puisse se coucher plus tôt. Enlever une sieste, ça ne veut pas dire priver l'enfant de sommeil, c'est juste que ses besoins évoluent et que du coup, on va s'adapter à ses besoins. Et donc du coup, ce qui est surtout important, c'est quand ça impacte la nuit, on privilégie plutôt le sommeil de nuit parce qu'il est plus récupérateur que le sommeil de jour. Ok. Bon, c'est déjà bon à savoir. Alors, quels sont les signes qui montrent que mon bébé est fatigué? Hyper important. Oui. Et comment les repérer et les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? On dit souvent ça, il faut voir les signes au bon moment pour le mettre à la sieste ou à la nuit au bon moment, parce que sinon il est trop tard. Alors j'ai 2 questions là-dessus. Premièrement, quels sont les signes? Et puis surtout, ça veut dire quoi, il est trop tard? Ouais. Alors, c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple d'avoir un enfant qui aurait une batterie comme nos téléphones et à 10%, il faudrait aller coucher, mais non, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a deux aspects. Il faut d'abord regarder en premier la grosse maille, donc déjà se poser la question de combien de temps d'éveil il a eu, depuis combien de temps il est réveillé, quel était le temps de sa dernière sieste, est-ce qu'elle était de qualité, est-ce que s'il n'a pas un besoin particulier ce jour-là, est-ce qu'il n'est pas malade, etc. Donc vraiment regarder le contexte global et ensuite affiner avec la maille la plus fine, donc vraiment là observer les signes de sommeil. Les signes de sommeil, ils peuvent être très différents et variés d'un enfant à l'autre. Ouais. Ça peut être des bâillements, ça peut être se frotter les yeux, ça peut être perdre l'attention, on est en train de jouer, puis d'un seul coup il n'y a plus vraiment d'attention, avoir les yeux un peu dans le vide. Et pour les plus grands, ça peut même être des moments d'excitation, où ils deviennent d'un seul coup hyper excités. Donc ça, c'est vraiment l'observation du parent qui va permettre de comprendre quels sont les signes de sommeil. Mais l'avantage, c'est quand même qu'une fois qu'on a repéré les signes de sommeil chez son enfant,
il va tout le temps avoir les mêmes. Ah oui. Donc ça, c'est important de pouvoir observer, c'est pour ça que c'est voilà. Mais donc du coup, il faut vraiment regarder le contexte global plus, la maille la plus fine pour comprendre à quel moment il faudrait aller coucher Ok, donc l'enfant. il faut finalement apprendre à le connaître, c'est une première chose. Exact. Puis tu disais une sieste de qualité, c'est quoi une sieste de qualité? Alors les siestes de qualité, ça va être le temps de sommeil déjà et puis, si éventuellement il a pas des moments où, il a des micro-réveils où il n'arriverait pas à se rendormir, Mhm. voilà. Des choses qui vont pas perturber son sommeil, à ce moment-là. Ok. Et juste pour le deuxième point, ça veut dire quoi avant qu'il soit trop tard? Alors, moi, qu'il faut savoir, c'est vraiment le fait de comprendre cette fenêtre d'endormissement où il y a un cycle qui arrive, comme l'enfant commence à être fatigué, et donc là, on observe en fait, c'est ça qu'on doit réfléchir à tout le contexte global, plus les signes de sommeil. On peut aller le coucher, on peut y aller, on peut essayer d'aller le coucher à ce moment-là. S'il est trop tard, ça veut dire qu'en fait, c'est un enfant qui va être un peu en surfatigue, et qui du coup va avoir besoin en tout cas de plus d'accompagnement pour aller dormir. Ah oui, En soi, c'est pas grave. oui, Voilà, en soi, c'est pas gênant, mais c'est juste que ça va demander un peu je plus comprends. d'accompagnement de la part du parent. Vous écoutez le petit podcast. Du coup, as-tu des conseils à donner pour les enfants qui ont du mal à s'endormir seuls ou qui luttent avant de s'endormir? Alors, je te fais part d'une petite expérience très personnelle parce que c'est vrai que moi, mon petit bonhomme, bon, il a 7 mois, il a des fois, au moment où il va s'endormir, on sent qu'il y a une panique comme ça qui se met en place. Il a non, je m'endors, je sens que je pars, je sens que je pars. Alors, je lui dis, mais laisse le dodo venir, laisse-toi aller. Mais on sent une espèce de panique comme ça qui s'empare de lui. Donc voilà, j'aurais voulu avoir ton avis Mmh. là-dessus. Dans un premier temps, je pense que c'est important de définir ce que c'est que s'endormir seul, donc l'endormissement autonome. Ça va vraiment être un enfant qui va être dans son lit, calme, qui va jouer avec, son doudou, sa lolette, sa tétine, lolette, je sais pas comment dire Sa Lolette. sa lolette, Ah ben, je n'avais jamais entendu ce oui, terme. voilà, C'est français ou c'est suisse c'est ça? suisse, Sa Lolette. hem Très bien. et qui va finir par réussir à trouver le sommeil sans intervention continue de l'adulte. Ok. Ça, c'est l'endormissement autonome. Et j'aime bien comparer l'endormissement autonome à un peu l'utilisation d'un GPS qu'on a en tant qu'adulte. La première fois qu'on se rend quelque part, d'un point A à un point B, on a besoin de savoir où on va et les repères qu'il y a. Donc on va suivre le GPS, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. C'est hyper prévisible. Donc c'est un peu la même chose déjà, il faudrait qu'avoir le chemin en fait qui guide vers le sommeil, il faudrait qu'il soit hyper prévisible. Et puis, c'est quelque chose que vraiment, il y a besoin d'être au bon timing, en effet. Donc, si par exemple, on part trop tôt sur notre trajet en voiture, ben, on va arriver avant, le magasin il sera fermé. Et si on part trop tard, ben, peut-être qu'on arrivera un peu après, donc du coup, ça n'ira pas non plus. Donc, c'est vraiment le bon timing aussi qui permet en tout cas à l'enfant d'arriver au bon moment dans son lit. Et il y a aussi le fait que donc ce trajet-là, je l'ai fait en voiture de point A à du point B. Donc désormais, je le connais, donc j'ai même plus besoin pour regarder mon GPS finalement. Donc c'est hyper prévisible, hyper stable parce que c'est quelque chose que la répétition a créé l'habitude. Mais ça peut arriver qu'il y ait des travaux, qu'il y ait un accident, qu'il y ait une météo capricieuse. Et dans ces cas-là, il peut m'arriver de remettre mon GPS pour regarder si je continue à prendre le même trajet ou s'il faut que enfin voilà, être sûr en tout cas de mon trajet. Et c'est important aussi dans l'endormissement de l'enfant, le chemin en fait qui mène vers l'endormissement, c'est vraiment que le parent puisse ajuster sa présence ou pas quand l'enfant il en a besoin. Donc vraiment avoir quelque chose qui soit un GPS parental pour l'enfant. Et pour éviter donc qui lutte pour s'endormir, qu'il y ait des pleurs, quelque chose, vraiment prévoir quelque chose de très prévisible, au bon timing, et avec une présence, en fait, accompagner l'enfant vers le sommeil autonome, c'est continuer à l'accompagner quand même, c'est pas le laisser D'accord. y aller tout seul. Voilà. Ok. Et quand tu dis quelque chose de très prévisible, c'est quoi concrètement? C'est une histoire, Ouais, après le on va plutôt parler bordé? là de rituels, donc Ah oui, c'est de vraiment, rituel, ouais. ça a vraiment quelque chose, un chemin qui est tout le temps le même. Ok. Mm. Ok. Et donc c'est ça que le fait au début forcément ces rituels n'existent pas étant donné qu'on le démarre et c'est au Exact. fur et à mesure du temps où ça va rassurer l'enfant parce qu'il sait qu'on part finalement Exact. vers le C'est lit. vraiment la répétition de Mhm. quelque chose de très répétitif qui va créer l'habitude. C'est trouver une routine de sommeil dans ce Mhm. sens-là. C'est sûr que pour l'adulte, parfois, les routines, bon, ça peut être un peu lassant, Ouais. mais mine de rien, que pour un enfant, c'est hyper rassurant. Ok. Et comment on fait alors pour gérer quand il y a justement, parce que cette routine, disons qu'elle est installée, Mhm. bon, on a quand même une vie, donc parfois on va chez papy, chez mamie, on va manger chez un ami, comment on fait, ou même à la crèche, comment on fait pour que cet enfant puisse retrouver cette aisance à s'endormir quand on va dormir une fois ailleurs ou qu'on change un peu les habitudes? Ouais. Alors,
dans ce qui concerne les modes de garde, ce qui est hyper important, déjà, s'il y a 2 environnements de sommeil différents, bah forcément, il y a des différences un petit peu. Le but, c'est pas d'avoir un copier-coller dans 2 lieux différents. Le but, c'est d'avoir une structure qui se ressemble. Ok. Donc, dans les modes de garde, que ce soit la crèche ou les nounous, etc., il faut vraiment avoir une collaboration avec les professionnels, vraiment pouvoir un échange qui soit vraiment mutuel, un échange de qualité et mutuel entre les deux. Donc, par exemple, le soir, demander comment s'est passée la journée, les siestes, etc., en tant que parent. Et pour le coup, c'est quelque chose que je connais bien parce que je fais vraiment des 2 côtés. Moi, j'ai vraiment été professionnelle Oui, de la petite enfance et maman. Donc, vraiment communiquer avec les professionnels, leur demander comment s'est passée la journée. Par exemple, un enfant de 18 mois qui d'habitude fait 2 heures de sieste en début d'après-midi et qui ce jour-là n'en a fait qu'une, il faut pouvoir le savoir le soir parce que peut-être cet enfant il aura besoin d'être couché un peu plus tôt ce jour-là. Donc vraiment avoir une collaboration avec l'équipe et à l'inverse, que les parents ensuite puissent aussi communiquer avec les équipes, de dire il a mal dormi cette nuit, voilà, et puis leur dire aussi les rituels qu'ils ont à la maison pour oui. qu'il y ait en fait quelque chose de similaire ou de semblable à la crèche. Ça, c'est, je pense, hyper important. Moi, j'ai une expérience personnelle aussi là-dessus. Mon fils, moi, quand il arrivait en structure, l'éducatrice, elle me disait tout le temps qu'elle ne voyait pas ses signes de sommeil, qu'il semblait jamais fatigué, etc. Et moi, j'avais observé à la maison que c'est vrai que quand il était dans la lumière, en fait, il avait vraiment pas de signes de sommeil. Il commençait en fait à y jouer, voilà. Donc, il fallait pour le coup regarder tout le contexte autour pour voir à quel moment il avait envie d'aller dormir, comment il avait besoin de faire une sieste. Donc, en travaillant ensemble avec elle, on a réussi en fait à trouver un rythme qui soit un peu similaire à la maison et à la crèche. Ok. Je reviens juste sur quand on va chez les grands-parents, etc., il y a aussi ça. Oui, c'est 2 environnements différents. Le but, ça va être de créer au maximum les conditions qui soient similaires et créer des repères. Donc là, à ce moment-là, prendre le doudou, qui serait un repère aussi pour l'enfant, s'il en a un. Prendre les draps de la maison, éventuellement avec l'odeur de la maison. Voilà, prendre des choses qui pourraient lui rappeler en fait son environnement habituel. D'accord. Et tu parles de rituel, on va juste essayer de voir ce qui se cache un peu derrière ce mot concrètement. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de rituels, un peu le canevas classique Ouais. que toi tu fais avec tes enfants ou que toi Oui. tu donnes aux parents Ouais. que tu prends en séance? Alors les rituels, déjà un rituel, si on le compare un peu avec, par exemple, l'atterrissage d'un avion, un rituel, alors tout le vol, c'est la journée de l'enfant et il est un peu en rythme de croisière, en vitesse de croisière. Mhm. Il joue, il mange, voilà. Quand il a besoin d'aller au sommeil, à ce moment-là, c'est l'annonce. En fait, si vous voulez, quand l'avion il va dire bon, on va bientôt atterrir, c'est un peu un rituel, ça a ce rôle-là, annoncer qu'on va bientôt aller vers le sommeil. Ouais. Après, il y a toute la phase d'atterrissage où là, l'avion il va sortir les volets, il va ralentir, etc. La phase d'atterrissage pour l'enfant, c'est justement ce rituel où on va commencer à baisser la lumière, aller chercher le doudou, mettre en pyjama, etc. Donc, dans ces moments-là, on peut tout à fait avoir un chemin qui soit choisi par les parents ou choisi par l'enfant, enfin, en collaboration avec son enfant. Donc, ça peut être un temps d'hygiène avec les brossages de dents, etc. Ça peut être ensuite, on peut passer sur une histoire, quelque chose de calme, une chanson. Et puis ensuite, on va dans la chambre, on prend un moment câlin et puis ensuite, on va dans son lit. Le but, il n'y a pas vraiment de canevas classique parce qu'en fait, chaque famille va faire en fait ce qui correspond à son besoin. Mais le but, c'est que ça soit toujours dans le même ordre, toujours toujours quelque chose de très ritualisé. Ouais. Ouais. C'est un peu un avion quand il est en atterrissage, il a une checklist à cocher qu'il doit faire dans le même ordre tout le temps, sinon il n'atterrit pas. Mhm. Donc voilà, c'est un peu la même chose, quelque chose qui soit très ritualisé, très, très stable, pour que l'enfant il puisse comprendre après que c'est le moment de dormir. Et en fait, plus ce rituel il sera clair, plus l'atterrissage, il n'aura pas des rebonds comme ça, comme on connaît tous, qu'on a déjà eu une fois. Voilà. Lui, il sera un peu comme un kiss landing et ça sera une séparation qui sera avec son parent, qui sera en douceur, en fait, à ce moment-là. Donc, en fait, le moment d'hygiène, de monter en chambre, tout ça fait déjà partie du rituel. Tout à fait. Et donc, c'est plutôt lire une histoire, câlin, etc. C'est le rituel. Parce que derrière rituel,
on a un peu cette image de danse autour d'un feu, Ouais. mais donc l'idée de l'hygiène en elle-même, de monter, de faire les choses dans le même ordre, peut-être de mettre le pyjama toujours au même endroit, de se Voilà. changer au même endroit. Alors là, Ça, ça, c'est plus les rituels du soir, du coup, c'est le pyjama Oui, le extra, soir, oui. mais ça peut être aussi Ah la oui, pour la journée. sieste La aussi, sieste, oui. ça peut être vraiment juste aller changer la couche ou Ouais. aller faire un pipi à ce moment-là, et puis ensuite passer, changer de pièce, aller dans la chambre ou dans l'endroit du sommeil, lire une petite histoire et hop, aller ensuite. Ok. Voilà. Ok. Et c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent Mm. quand les gens t'appellent en consultation? Les erreurs un peu fréquentes où tu te dis, ah ben encore quelqu'un qui fait cette erreur-là. Oui, ouais. Bon, déjà, il faut souligner que les erreurs, c'est souvent des erreurs de bonnes intentions quand même. Oui, C'est, bien voilà, sûr. c'est Ouais, pas des erreurs pour mal faire. bien sûr. La première erreur que je vois souvent, c'est des parents qui, justement, sortent de l'environnement de sommeil. Au lieu, quand ils interviennent auprès de leur enfant, au lieu de rester vraiment dans la pénombre, rester avec des gestes lents, chuchoter, etc., ils vont, eux, allumer les lumières parce qu'eux, ils en ont besoin. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils vont, à ce moment-là, créer un moment d'éveil chez l'enfant. Et il faut vraiment essayer de rester être un peu en mission commando, quoi. On y va doucement, D'accord. geste calme, on chuchote, on reste dans la pénombre, et voilà. Ça, c'est hyper important aussi, c'est ce qu'il faudrait D'accord. faire. La deuxième erreur que je vois de temps en temps aussi, c'est pareil, des parents qui interviennent trop vite. C'est-à-dire qu'à peine ils entendent un petit bruit, hop, ils y vont, et en fait, ils touchent direct, etc. Et en fait, le fait d'intervenir trop vite, ça peut aussi créer une phase d'éveil chez l'enfant. Ah oui. Il faut vraiment pouvoir observer avant d'agir. Se dire, est-ce que là, réellement, c'est un besoin, ou est-ce que c'est juste un micro-réveil qui ferait un petit peu de bruit, etc. Donc ça, il faut aussi pouvoir observer avant d'agir. Ça, c'est hyper important. Mhm. Et puis la troisième erreur que je vois également, c'est des problèmes de rythme, d'organisation de journée. Quelque chose qui, pour le coup, serait complètement déstructuré. Un enfant qui, un soir, se couche à 20h, puis le lendemain, il se couche à 22h, puis le lendemain, après, il se couche à 21h30. Avant 3 mois, c'est possible, ça. Mais après, si on souhaite faire une structure vraiment de sommeil, il faut que ce soit quelque chose de régulier. La régularité, ça crée aussi les habitudes. S'il y a quelque chose de trop irrégulier, ça crée de la confusion chez l'enfant. Mhm. Ok. Euh, L'endormissement au sein ou au biberon, on en parle souvent, comme quoi c'est un problème, ou finalement est-ce que c'est un peu un mythe? C'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, l'endormissement au sein, au biberon, c'est pas un problème tant que ça ne devient pas un problème pour la famille, Ah oui. pour les parents. Parce qu'un enfant qui s'endort au sein, au biberon, mettez-vous à sa place, il est hyper confortable. Il est dans les bras de son parent, il est bien, il est en train de sucer, donc le sucer, c'est un phénomène d'apaisement, donc il est très bien. Pour autant, quand ça devient un sujet de tension, en tout cas pour les parents et la famille, oui, on est capable de pouvoir faire évoluer cette association-là. Le but, en fait, c'est de substituer cette association par une autre association positive. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'enfant, il va essayer de retrouver cette dernière association qu'il a eue avant de s'endormir. Donc là, avant, ça serait le boire, Oui. voilà, boire le sein ou le biberon. Mais petit à petit, on peut tout à fait arrêter de faire le boire et faire une petite chanson, introduire un petit doudou, quelque chose comme ça, qui lui permettent de créer une nouvelle association. Donc ça prend du temps, c'est vraiment très progressif. Mais du coup, il va après avoir besoin de cette nouvelle association pour pouvoir se réendormir. Ah oui. Ok, Mais, donc mais ça ne pose pas un problème en soi, l'endormissement au sein, au biberon. D'accord. Voilà. C'est juste que finalement, cet endormissement au sein va devenir peut-être faire partie de ce rituel. Exact. Et du coup, l'enfant associe ça. Et du coup, c'est la dernière séquence du rituel où l'enfant va vraiment associer à l'endormissement. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Ok. Par rapport à le pleur de l'enfant, avec la méthode 5, 10, 15, où on laisse pleurer l'enfant, c'est un gros sujet de discussion entre les nouvelles et les anciennes générations. C'est quoi ton avis là-dessus, dans le sens où est-ce qu'on laisse pleurer finalement les enfants, ou est-ce qu'on vient tout de suite La méthode 5, 10, 15, du coup, on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est. C'est vraiment intervenir quand son enfant a besoin ou pleure, etc. Attendre 5 minutes avant d'intervenir. Puis, s'il continue à pleurer, attendre 10 minutes. Puis, s'il continue à pleurer, attendre 15 minutes avant d'intervenir. Donc, pour moi, c'est vrai que ça peut être très séduisant pour des parents. Se dire qu'en fait, c'est une recette hyper fluide. C'est comme une recette de cuisine. On attend 5 minutes, on attend 10 minutes. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne répond pas aux besoins de l'enfant à l'instant T.
Donc du coup, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande et qui fait partie de ma philosophie à moi. On va comparer ça à un autre apprentissage, par exemple, parce que le sommeil, on a besoin de l'apprendre. Il y a d'autres apprentissages aussi, comme par exemple le développement moteur. Un enfant qui serait en train d'apprendre à marcher, qui tombe et qui se met à pleurer, on n'aurait pas idée de le laisser par terre et lui dire il va réussir à se relever tout seul et puis à pas marcher. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Puis en plus, l'enfant, il apprend quoi? Il apprend que c'est parce que certes, il va y arriver à se relever, mais il apprend qu'en fait, au moment où il avait besoin, il n'y a personne qui est venu. Donc l'idée, c'est que vraiment, on puisse quand même aller intervenir quand l'enfant il a besoin. S'il pleure, c'est qu'il y a un besoin. Il faut aller pouvoir le voir. Ouais. Ok. Vous écoutez le petit podcast. Donc d'un côté, pas intervenir trop vite, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a le moindre gémissement. Exact. Et d'un autre côté, quand on sent que c'est vraiment un vrai pleur, il faut y aller, quoi. Et ça, c'est vraiment un ressenti parental. Ok. On le sent. En connaissant son enfant, on le sent. On parle souvent de régression du sommeil, où les parents se disent « Ah, enfin, je dors !» Et puis finalement, non. Alors d'une part, est-ce que ça existe vraiment, ces régressions? Et puis surtout, est-ce qu'on peut qualifier ça de régression ou comment le différencier où il y a un réel trouble qui s'installe? Ouais. Alors oui, les régressions, ça existe vraiment, mais alors c'est un peu un défaut de langage, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une régression de sommeil, c'est souvent quand il y a à côté des nouvelles acquisitions, comme le langage, comme la marche, comme des moments aussi, des acquisitions psychologiques avec l'angoisse de séparation, etc., la permanence de l'objet. Du coup, ça peut en fait faire un peu comme une mise à jour système dans notre cerveau et du coup créer le temps de la mise à jour, un temps où du coup ça peut perturber le sommeil. Mais c'est une mise à jour temporaire. Donc ça, c'est important. Les régressions, c'est temporaire. Ça peut durer 1 à 3 semaines à 1 mois grand maximum. Alors que si ça dure plus longtemps, donc si en effet il y a des tensions à ce niveau-là, malgré un bon cadre de sommeil, des problèmes qui restent plus longtemps, là ça pourrait s'apparenter à un trouble du sommeil et dans ces cas-là, il faut investiguer davantage. Ok. Donc justement, je rebondis sur ça. Donc, quelles sont les causes médicales possibles qui peuvent se cacher derrière un sommeil perturbé chez l'enfant? Et à quel moment il faut se dire, bon là, je vois vraiment que c'est une problématique, il faut aller consulter un pédiatre ou un spécialiste du sommeil? Alors, quand même, dans la majorité des cas, le problème de sommeil de l'enfant, c'est pas lié à un trouble médical. C'est plus lié à un problème d'organisation de la journée, un problème d'environnement. Donc ça, c'est rassurant. En majorité, c'est pas un trouble médical. Pour autant, c'est vrai que moi, dans ma pratique, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est des problèmes ORL avec des ronflements, avec des respirations buccales, avec parfois des douleurs en position allongée, ou des reflux, des choses, un reflux interne, reflux externe, où là, forcément, au bout d'un moment, il y a besoin d'un avis médical parce que malgré le bon cadre, il y a vraiment 3 aspects où où j'oriente les parents vers des avis médicaux, c'est que c'est des douleurs qui persistent, que malgré le bon cadre, ça persiste aussi, et ou sinon, quand vraiment il y a une intuition parentale, un petit doute, etc., il vaut mieux aller consulter pour écarter tout problème médical. Ok. Parce qu'à ce moment-là, ça fait plus partie en fait de la somnopédagogie. C'est vraiment quelque chose ça devient au niveau médical. Ok, donc toi, tu dois aussi trouver les limites d'intervention Tout à fait. dans tes prises en charge. Super. Alors, c'est une question que les gens aiment bien parce que moi, c'est très concret. Si tu devais donner 3 astuces simples et concrètes pour améliorer le sommeil d'un bébé, ce seraient lesquelles? Absolument, celles que tu mets en number 1. 3 astuces à appliquer éventuellement dès ce soir, ça serait vraiment... le premier, ça serait essayer de calculer le sommeil de son enfant sur 24 heures. Pourquoi sur 24 heures? Parce qu'on a souvent tendance à en fait, regarder uniquement la dernière sieste ou l'heure de coucher, mais non, le sommeil, ça se calcule vraiment sur 24 heures pour savoir si oui ou non l'enfant est en déficit de sommeil. Pour avoir une idée, un petit peu l'enfant qui est de 0 à 3 mois, un enfant en moyenne, il va dormir entre 14 et 17 heures. Entre 4 et 11 mois, ça va plus être autour de 12-15 heures. Entre 1 an et 2 ans, on est plus autour de 13 heures. Et après, on est plus aux alentours entre 2 ans et 5 ans. 3 ans et 5 ans, on est plus aux alentours de 10-11 heures par semaine. Nuit. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une petite fille de 6 mois qui dormait 8-9 heures dans la nuit et qui avait 2 à 4 heures de sieste par jour. Donc, elle avait en fait entre 10 et 12 heures de sommeil par 24 heures. Ce qui est peu à 6 mois. Donc là, à ce moment-là, j'ai proposé aux parents de pouvoir soit la coucher un peu plus tôt,
pour récupérer ce déficit de sommeil, soit en fait rajouter une 3e petite sieste, parce qu'elle n'avait que 2 siestes à Ah oui. 6 mois. Ok. Donc voilà, ça c'est par exemple. Le deuxième conseil qu'on pourrait appliquer aussi le soir, c'est rester dans l'obscurité. Tenter de rester dans l'obscurité. Il faut enlever les veilleuses. Oui, enlever les... Alors s'il y en a et que ça fonctionne, bien évidemment, on va pas l'enlever. Voilà, il faut pas non plus... Ce qui fonctionne, on ne le touche pas. Mais l'idée, c'est vraiment, en plus, les enfants, avant 2 ans et demi, 3 ans, ils n'ont pas la peur du noir qui apparaît. La peur du noir, ça vient vraiment avec le développement de l'imaginaire. Avant cet âge-là, ils n'ont pas peur du noir. Ah oui. Donc, il faut vraiment essayer de rester dans l'obscurité. D'une, c'est bon pour l'enfant, pour le maintenir dans un environnement de sommeil. Et de deux, c'est aussi bon pour le parent. C'est que c'est un double bénéfice. Oui. Et puis le 3e conseil que je pourrais donner, c'est vraiment essayer de faire un espèce de pacte parental sur les rituels. Vraiment se dire, le rituel, on fait quoi, dans quel ordre, et on fait tous les adultes fassent la même chose. Oui. Donc du coup, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit la grand-mère, que ce soit, voilà, avoir quelque chose, parce que l'enfant, en fait, c'est pas vraiment qui fait le rituel avec lui, mais c'est comment il est fait qui va le permettre d'aller doucement vers le sommeil en douceur, quoi. Donc ça, c'est important de pouvoir le mettre en avant, c'est vraiment jouer la même partition, peu importe l'adulte. Ah oui. J'ai accompagné un couple d'amis il n'y a pas longtemps et c'était drôle parce que je leur disais, vous faites quoi en fin de rituel? Et ils me disaient, une chanson. Et puis en fait, quand on a un petit peu poussé un petit peu, en fait, elle chantait une chanson qu'elle inventait tous les soirs. Donc déjà, même elle, quand c'était elle, c'était pas la même chose tous les soirs. Et quand c'était lui, c'était Frère Jacques tous les soirs. Mais donc du coup, ils n'avaient pas la même chose. Ah oui. Alors certes, les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est assez dingue, hein, ils y arrivent quand même, mais à cet âge-là, ça demande en tout cas de développer une capacité d'adaptation, alors qu'en fait, on pourrait faire plus simple et y arriver plus vite. Ah oui. Voilà. Ok. Très intéressant. J'étais captivé par ta réponse, du coup je ne sais plus ma question suivante. Oui, donc là on va parler aussi sommeil du parent maintenant, qui est important aussi. Ouais. Comment on peut en tant que parent préserver notre sommeil à nous alors qu'il y a souvent quand même au début il y a des réveils nocturnes qui sont constants. La gestion parentale, comment ça peut être mis en place? Oui. Alors c'est vrai que de toute façon, dans la majorité des cas, les parents qui viennent consulter, c'est souvent parce que le sommeil de l'enfant, ça a fini par impacter leur sommeil. S'ils sont crevés, Et ouais, c'est vrai. Ouais. aidez-nous s'il vous plaît. Et donc, du coup, ils ont besoin de solutions. Les parents que je rencontre, les familles que je rencontre, alors il y en a parfois qui mettent en place des plannings avec ce jour-là c'est papa, l'autre jour c'est maman, ou alors qui se répartissent la nuit. Jusqu'à minuit c'est papa, après c'est maman. Ça peut être une idée, ça fonctionne en tout cas chez certaines familles que je vois. Après, j'apporte juste une nuance là-dessus, c'est que oui, ça peut fonctionner, mais il faut quand même garder un peu de flexibilité. C'est-à-dire que si papa il a été malade tout le week-end et que le lundi c'est à lui de faire la nuit et qu'en fait il est vraiment pas bien, il est épuisé, il vaut mieux pouvoir changer ce planning-là et que ce soit maman qui prenne le relais ce jour-là, tout simplement parce qu'elle arrivera mieux à prendre en charge l'enfant à ce moment-là. La deuxième proposition parfois que je vois que certaines familles mettent en place d'elles-mêmes, c'est demander du relais. Demander du relais à la famille, demander du relais aux amis. Et en plus, quand ils ont les codes de votre enfant, c'est d'autant plus facile pour qu'ils prennent en charge votre enfant. Donc ça peut être aussi une idée de la part des familles. Et puis, il y a aussi préserver son sommeil soi-même. Donc vraiment, quand on intervient auprès de l'enfant, ne pas mettre de lumière, aller doucement, etc. Ça va aussi permettre à son cerveau, à soi, de rester en mode veille et pouvoir se rendormir beaucoup plus facilement. Tout à fait. Ok, eh ben merci. Selon toi, c'est quoi les plus grands mythes qu'on a autour du sommeil du bébé? Alors moi, il y a surtout un mythe qui, je trouve, revient régulièrement, c'est il faut le laisser pleurer. Ah oui, on en a parlé, oui. Voilà, on en a parlé, et il fait exprès de pleurer, etc. Donc ça, d'un point de vue purement théorique, un enfant qui pleure, c'est son seul moyen de s'exprimer. Il ne pleure pas en ayant une réflexion, en ayant une maturité cognitive de se dire « je fais ça pour obtenir ça ». C'est pas ça, le pleur d'un enfant. Donc déjà, en comprenant pourquoi, déjà le cerveau de l'enfant, le parent, il peut agir correctement, c'est-à-dire agir en se disant s'il pleure, c'est qu'il a un réel besoin. Pas un caprice. C'est pas un caprice, c'est pas parce qu'il le fait exprès, c'est pas parce que il fait ça tout le temps, voilà. Il a réellement un besoin immédiat. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi un autre point que j'ai vu dans ma pratique, et du coup, j'en profite aussi pour faire de la prévention, parce que les pleurs d'un bébé qui sont intenses, oui, ça peut être épuisant, et oui, ça peut être, en plus de la journée de travail, etc., du stress du parent, ça peut
être compliqué à gérer. Et quand on sent en fait qu'on a un petit peu de difficulté soi-même à s'occuper du bébé, à dire j'en ai assez, et ben on a le droit aussi de pouvoir poser ce bébé, aller prendre un café, aller prendre un thé, se reposer, etc. Au risque d'avoir toutes les conditions réunies en fait pour avoir un geste qui soit un geste maltraitant Ouais. envers l'enfant, un geste impulsif, voilà. Donc, et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Et le syndrome du bébé secoué, ça peut en tout cas arriver à tout le monde, peu importe la catégorie sociale, peu importe la catégorie professionnelle. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà vues dans ma pratique et que c'est important en tout cas de connaître le risque pour le prévenir. Ouais, tout à fait. Tu fais bien d'en parler. Oui. Et je ne t'avais pas vu venir sur ce sujet, mais tu fais bien d'en parler. Est-ce que tu constates des différences culturelles ou générationnelles dans la façon d'aborder le sommeil de l'enfant? On en parlait tout à l'heure avec ce sujet de laisser pleurer. Bon, généralement, les générations au-dessus de nous avaient plutôt tendance à laisser pleurer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ou différences culturelles aussi que tu constates au quotidien? Oui, il y en a beaucoup des différences culturelles, générationnelles. Et parfois, elles sont assez surprenantes d'ailleurs, mais bon, ça peut fonctionner aussi. Au niveau culturel, on sait par exemple dans les pays nordiques, ils font faire la sieste aux enfants dehors, dans le froid. Ouais, tout à fait, ouais. Hein. Donc ça, c'est une différence qui existe et qui fonctionne quand même parce que la routine, elle reste stable et prévisible pour l'enfant, donc ça peut fonctionner. Ça, l'air frais, on sait que l'air frais, souvent, ça peut donner envie de dormir. Ouais. Et puis, il y a des différences aussi générationnelles, comme par exemple, là, ce qui a évolué le plus depuis ces 50 dernières années sur le sommeil, c'est la position de couchage, par exemple. Il y a 50 ans, on couchait les enfants sur le ventre parce que c'était la recommandation. Et puis après, ça a évolué. Maintenant, ça fait plus d'une vingtaine d'années que c'est sur le dos déjà, à peu près dans les années 2000. Mais moi, j'ai le souvenir que ma grande sœur, qui a 5 ans de plus que moi, elle a été couchée sur le ventre. Moi, j'ai été la phase de transition. Les trentenaires, là, on a été la phase de transition. On a été couchés sur le côté. Ouais, Parce que il y a eu un moment où c'était ça. Et puis, après, ma petite sœur, qui a 18 mois de moins que moi, c'était déjà sur le dos. Ah oui. Donc, ça fait vraiment quand même longtemps que c'est sur le dos. Ça m'arrive encore de voir des parents qui disent « Oui, moi, j'ai été couchée sur le ventre et il m'est rien arrivé. » Oui, heureusement. Mais en même temps, statistiquement, on sait que les couchages sur le dos, ça fait beaucoup moins de morts inattendues du nourrisson Ouais. qu'avant. Donc, c'est pour ça que ça reste... c'est vraiment la recommandation qui est stricte désormais. Et en plus de ça, ça fait une quinzaine d'années qu'on a d'autres recommandations qui sont arrivées aussi, qui sont l'environnement vraiment de couchage. Donc, pas de tour de lit, pas de doudou, un matelas ferme, voilà, des choses comme ça qui permettent aussi de protéger l'enfant. Et en parallèle de ça, du fait qu'on couche l'enfant désormais sur le dos, on a dû aussi apprendre aux parents que du coup, le sommeil, c'était sur le dos, mais le temps d'éveil, il ne faut pas hésiter à mettre son enfant sur le ventre. Oui. Pour éviter, pour favoriser le développement moteur et éviter aussi les déformations du crâne, comme les plagiocéphalies, etc. Ok. Et j'avais une question qui m'était venue, je ne sais plus. Oui, voilà, elle me revient. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux différences qu'on rencontrait. Oui. Ton avis sur l'emmaillotage, Oui. on n'en a pas parlé et c'est vrai que nous à l'hôpital on nous l'a conseillé, on l'a fait, ça a hyper bien marché. Je sais que dans certains pays c'est vraiment un truc qu'on fait pendant très longtemps. Et donc nous on l'a fait pendant les 2-3 premiers mois quand même, on l'a emmailloté et il a adoré en fait. Donc Ouais. voilà, est-ce que toi c'est quelque chose que tu conseilles? Alors, c'est pas quelque chose que je conseille d'un premier abord, mais si ça se fait chez les parents ou s'ils ont l'envie de le faire, oui, c'est une bonne idée. Parce que l'emmaillotage, ça sécurise. En fait, le fait de rapprocher les mains, les pieds, etc., ça peut rappeler en fait tout ce qui se passe in utero. Donc, oui, c'est quelque chose qui est complètement faisable et qui, c'est vrai que dans certains pays, se fait beaucoup plus que dans les pays occidentaux, mais ça évite que l'enfant soit complètement désorganisé et c'est une très bonne idée. Super. Je te fais une petite... je vais te poser une petite question qui Oui. nous a été proposée par nos auditeurs. On a mis une petite vidéo sur les réseaux pour avoir un retour. Et on a une question de Manon Le Pomme, qui est une humoriste belge, qui nous a fait le plaisir de nous envoyer une vidéo avec une question concernant son enfant, évidemment par rapport au sommeil, qui était pour toi. Est-ce que tu veux bien y répondre? Bien sûr. On va la regarder ensemble. Parce que la pédiatrie nous concerne tous et parce que moi aussi j'ai un petit bout qui a 17 mois maintenant et je suis je suis souvent confrontée avec mon mari à plein de questions sur le sommeil d'un bébé. Alors nous on a eu de la chance, on a un enfant qui a passé ses nuits à 5 semaines, donc qui faisait vraiment de très longues nuits à 5 semaines, donc ça franchement c'est quand même le bonheur. Et puis là ça fait un mois, donc depuis qu'il a 16-17 mois, il se réveille plusieurs fois par nuit en hurlant.
Alors, au début, on le prenait dans notre lit, puis on s'est dit: «Non, c'est pas une solution» et puis alors on lui donnait du lait qu'il buvait, mais on s'est aussi dit: «Non, il a plus besoin de boire la nuit». Donc maintenant, on lui donne plus à boire, on le rassure et il se rendort sans boire. Mais il se réveille quand même 3 fois par nuit. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que c'est une phase? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a des spécialistes du sommeil là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de psychologique, quelque chose qui lui fait peur? Moi, j'avais et j'ai toujours un sommeil très agité. Est-ce que, il y a quelque chose d'héréditaire ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se reproduit inconsciemment? Voilà, il y a plein de questions dans une question, mais voilà, on se pose pas mal de questions par rapport à cette régression du sommeil. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, Euh, qu'est-ce que tu en penses? oui, alors, en effet, il y a plein de questions dans une question. C'est vrai qu'à cet âge-là, 16, 17 mois, 18, au niveau psychologique, on peut à nouveau être dans une phase un peu d'angoisse de séparation. Donc ça pourrait expliquer une régression, mais pour autant, il faut qu'elle reste temporaire. Ouais. Et puis après, c'est un peu difficile pour moi de répondre en fait sur la question précise parce qu'il me manque tout un contexte. Comme je l'ai dit, on a besoin de tout du contexte familial, global, etc. Et de savoir aussi comment s'organise la journée. Le rythme de la journée, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que c'est trop peu, etc. Un rythme où un enfant ne dormirait pas assez en termes de quota de sommeil, ça peut expliquer aussi les réveils nocturnes. Donc voilà, ça c'est typiquement les questions isolées où c'est un petit peu difficile pour moi d'y répondre tout de suite de manière très personnalisée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en consultation, en fait, d'abord on fait un premier questionnaire vraiment pour essayer de balayer tous les sujets Mhm. et ensuite vraiment en visio avec les parents, on trouve des solutions qui soient personnalisées et adaptées. Ok. Donc si elle souhaite que je lui envoie mon questionnaire, pareil, D'accord. voilà. Mais de toute façon, je pense que ici, avec tout ce que tu nous as déjà dit ici Oui. dans l'échange, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à aller piocher. Mhm. Donc peut-être que déjà rien que ça, ça mettra déjà une différence sur ces ça- régressions. Analyser un petit peu tous les aspects pour comprendre pourquoi il y a des réveils nocturnes. Ok. On va faire un petit instant marketing. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta page Insta Crocododo? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus? Et qu'est-ce que tu proposes comme contenu? Oui, alors ma page Insta, c'est vraiment des conseils qui sont clairs, vrais, enfin, qui sont peut-être faciles d'accès pour l'instant pour les parents pour essayer d'un petit peu de rendre le sommeil concret. Mhm. Et puis après, donc ça c'est le premier aspect de ma page Insta. Et ensuite, ce que je propose, là, vous allez avoir vraiment des conseils qui sont plus généraux. Et après, c'est vraiment essayer d'aller plus loin en profondeur pour des conseils personnalisés, c'est vraiment auprès des consultations. Donc, prendre une consultation et qu'on puisse analyser tout le sommeil. Ok. Mm. Super, merci en tout cas. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets, tes ambitions? Ce qu'on peut me souhaiter, alors déjà, moi j'ai la chance de pouvoir développer cette passion-là alors que je travaille à côté, hein, donc c'est vraiment quelque chose que je peux faire en parallèle de mon travail. Ouais, ouais. Et c'est surtout un lieu, Crocodo, où je me sens réellement utile, où j'ai vraiment l'impression d'apporter des connaissances aux parents qui vraiment font évoluer le sommeil de leur enfant. Donc ce qu'on peut me souhaiter pour 2026, là, pour l'année à venir, Oui, tout à fait. c'est de continuer à pouvoir développer Crocododo et à continuer à me sentir utile. Ah bah, super. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir fait le déplacement. Ça nous fait très plaisir. Vraiment, ça me touche énormément en réalité que tu aies fait le déplacement jusqu'ici. D'une part parce que moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait quelque chose comme toi ici en Belgique. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que c'est votre cas, n'hésitez pas à nous envoyer aussi votre profil parce que je n'en ai pas trouvé. Donc, je trouvais l'initiative en tout cas vraiment honorable et très belle. D'autant plus que c'est un sujet qui vraiment parfois amène beaucoup de difficultés dans l'équilibre de la famille. Donc, merci en tout cas pour ton expertise, pour tous tes conseils que tu nous as donnés, très honnêtement. Et puis, deuxième chose, on aura la chance aussi d'avoir le docteur Martineau, qui est lui pneumologue spécialisé aussi dans le sommeil de l'enfant, mais là, d'un point de vue plutôt médical. Je vous invite à découvrir le podcast. Donc, pour rappel, vous pouvez retrouver les podcasts dans leur intégralité sur YouTube et Spotify, et évidemment en short et en réel sur Instagram et Facebook et TikTok. Merci en tout cas pour ta présence. Merci Jérémy. C'était vraiment très plaisant. On vous retrouve bientôt pour d'autres sujets. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager un maximum le podcast qui prend de plus en plus d'ampleur et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à en discuter autour de vous, de nous envoyer des questions et de diffuser un maximum. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.